Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilardon. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans le podcast de Plume de Doctorant, un sujet d'actualité puisque nous recevons Anthony Guillon pour nous parler de son ouvrage « Les tirailleurs sénégalais, de l'indigène au soldat, de 1857 à nos jours », sorti en 2022 chez Perrin. Et ce livre fait donc écho au film sorti il y a quelques semaines, Tirailleurs, de Mathieu Vadepied. Donc Anthony Guillon, bonjour, vous êtes enseignant agrégé, docteur de l'Université de Montpellier et vous avez soutenu votre thèse en 2017 qui portait sur les tirailleurs sénégalais en France, selon une approche anthropologique et prosopographique. Bonjour à tous les deux, merci pour votre invitation. Donc pour cet ouvrage que vous avez publié récemment, vous avez choisi d'élargir par rapport à votre sujet de thèse. Pourquoi ce choix et est-ce que cela vous a permis de peut-être de comprendre de nouvelles choses ou de nuancer au contraire d'autres choses vues dans la thèse ? Alors la première raison elle est assez simple, c'est que moi en fait j'ai fui le sensationnel dans ma thèse, quoi. Je voulais pas des guerres, je voulais vraiment retrouver le soldat dans un contexte normal. Mais évidemment la thèse a été validée sur le plan universitaire, tout s'est bien passé, mais elle n'a plu à aucun éditeur. Et Perrin en fait s'est rendu compte qu'il manquait une synthèse, c'est-à-dire on avait l'histoire des tirailleurs sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Première Guerre mondiale, et c'est là finalement qu'ils m'ont proposé de faire la totalité de l'histoire. Donc moi j'ai décidé de partir vraiment des origines, des proto-origines, et d'aller jusqu'à nos jours. Finalement c'est aussi une façon de réfléchir sur notre capacité à toucher des personnes, etc. Il faut être honnête, une thèse n'est pas beaucoup lue. Un article universitaire, sans vouloir décourager qui que ce soit, ne touche pas non plus un grand public. Et finalement, il faut peut-être aussi accepter, nous, en tant qu'historiens, d'aller vers la synthèse, etc., de ne pas forcément stigmatiser les biographies, même si c'est pas l'ordre du jour d'en rédiger une pour moi. D'accord. Et du coup, que ce soit pour cet ouvrage ou pour votre thèse, quel type de sources avez-vous mobilisé ? En fait, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où pour ma thèse, j'ai bénéficié de sources qui n'ont jamais été dépouillées, parce que c'est ce qu'on appelle le fonds Moscou. Les Allemands les ont prises en 1940 quand ils ont envahi Paris, et les Russes les ont prises aux Allemands quand ils ont pris Berlin en 1945. Et l'histoire de ces sources, elle est assez passionnante. Par exemple, Khrouchtchev, quand De Gaulle prenait ses distances avec Kennedy, il rendait quelques sources. Et finalement, c'est Poutine, à la fin des années 90, il voyait pas trop l'intérêt de ce stock, donc il a tout renvoyé entre Quai d'Orsay et le SHD, donc le service historique de la défense à Vincennes. Et moi, c'est sur ce dernier fonds que j'ai pu travailler, donc des archives vraiment neuves, des archives très banales, c'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est pas le cadre du combat, c'est comment on prépare quelqu'un au combat, donc les questions d'alimentation, l'occupation du temps libre. C'est vraiment quelque chose de décisif. Qu'est-ce qu'on fait pendant le temps libre ? Comment est-ce qu'on forme des personnes ? Et comment est-ce qu'on forme aussi un tirailleur sénégalais ? C'est-à-dire quand on lui enseigne l'histoire, quand on lui enseigne l'instruction civique, comment on lui explique ce qu'est la liberté, l'égalité, sans qu'il le retourne contre vous. Donc finalement, ce sont des sources qui pourraient paraître inintéressantes au premier abord, mais qui permettent vraiment de mettre en place les structures, de bien comprendre ce qu'est ce corps d'armée finalement. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré des tirailleurs ? Est-ce que vous avez entretenu des liens particuliers avec eux ? Et si oui, comment ils ont perçu le fait qu'un historien travaille sur leur histoire ? Bon, au début, je suis rentré dans le sujet peut-être avec un petit peu d'arrogance liée à ma jeunesse à ce moment-là, c'est-à-dire je vais aller sur un sujet très polémique et comme moi, de toute façon, j'ai pas de lien sentimental avec ces hommes, je ferai quelque chose d'objectif. Voilà, c'est ce qui nous ramène au fameux débat objectivité et subjectivité. Et au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai rencontré certains de ces hommes, ça m'a permis de donner un petit peu de chair. Et aussi peut-être en tant qu'historien, c'est bien les chiffres, c'est bien les tableaux, etc. Mais il y a un moment aussi, il faut accepter d'aller vers l'émotion, sans forcément lui céder. Mais il faut aussi savoir comment ces hommes ont compris leur parcours. Et finalement, quand un ancien tirailleur
vous explique que bon, on a été le chercher en 1940, ça n'a posé aucun souci pour passer les frontières, et qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est les années 2000, pour revenir en France, il doit galérer pour faire un visa. Bon, bah évidemment, c'est pas quelque chose auquel on pense en tant qu'historien en premier abord, mais ça permet, je pense, voilà, d'amener un petit peu de la chair. Et bon, bah, le film Tirailleurs, etc., finalement, il m'a amené sur un exercice un peu compliqué pour un historien, mais je pense que c'est quand même salutaire. Et du coup, il parlait facilement, pas de sujet qu'il refusait d'aborder ou ce genre de choses. Alors moi, j'en ai pas rencontré beaucoup, hein. Ceux que j'ai rencontrés sont en France, et je suis passé notamment par une petite fille de tirailleurs, hein. C'est elle qui mène tout leur combat, qui leur a permis d'obtenir la nationalité en 2017. Et donc là, la mesure qu'on a eue il y a pas longtemps, c'est-à-dire ils peuvent rentrer en Afrique sans rester 6 mois pour toucher leur pension. Elle s'appelle Aïssa Tasek, et voilà, finalement, donc j'ai échangé à la fois avec des tirailleurs, à la fois avec des descendants. Ce sont des gens qui ont un lien avec la France. C'est-à-dire, ils sont en France, et sauf peut-être sur la question des pensions, ils ont un lien qui est affectif avec la France. C'est-à-dire, il ne faut pas les voir forcément tirer à boulet rouge sur la France. Ils comprennent juste pas le fait que bon, ils ont fait la même guerre, ils n'étaient pas payés la même chose. En revanche, ceux qui sont en Afrique, donc là on a d'autres historiens qui les ont rencontrés, peuvent avoir un discours beaucoup plus vindicatif, puisque eux, pour le coup, ont fait le choix de couper les ponts avec la France. D'accord. Et est-ce que ces rencontres, cela vous a permis de rajouter des choses, enfin à part ce que vous disiez en effet le côté humain que cela rajoute à la thèse, est-ce que cela vous a permis de, je sais pas, peut-être de comprendre certaines choses que vous voyez dans les archives ou de compléter d'autres éléments? Oui, je pense que c'est en renversant aussi, c'est en renversant le point de vue. Par exemple, très souvent on parle de chair à canon pour la Première Guerre mondiale, l'idée selon laquelle on aurait utilisé le sang noir pour économiser le sang blanc, et finalement quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les pertes sont à peu près similaires, 20-21%. Donc nous, en tant qu'historiens, de manière très brutale, souvent, vous savez, ce truc qui est très à la mode, vrai ou faux. On pose une question, c'est vrai, c'est faux. Donc la chair à canon, on pose de manière brutale faux. Et en fait, en échangeant avec certaines personnes qui ont un discours tout à fait modéré, ils disent, mais c'était pas notre guerre. Même si on n'était que 200 000, même si nos pertes ont été similaires aux Français, c'était pas notre guerre. On nous a arrachés à nos villages. Souvent, le recrutement est fait sous la contrainte, hein, diverses contraintes. Mais c'était pas notre guerre. Donc, évidemment, le terme de chair à canon ne serait pas adapté, mais ça permet, en fait, en échangeant avec ces personnes, d'avoir un ressenti et de se dire, bon, bah oui, peut-être que ce n'était pas leur guerre, mais bon, c'est aussi, moi, comme je suis du Sud, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu chez les Lozériens, chez les Provençaux, etc., pendant la Première Guerre mondiale. On a vu que, voilà, les Lorrains avaient mis un petit peu la faute sur les Provençaux quand le front était percé. Les Provençaux ne seraient pas vraiment des Français. Donc c'est intéressant en fait de réfléchir à toutes ces questions-là et toujours voilà d'apporter un petit peu de nuance. Et je pense que voilà maintenant quand on me pose la question sur le terme de chair à canon, je mets toujours 2-3 minutes à répondre pour dire que oui il y a un chiffre, mais il faut accepter le ressenti qu'il y a derrière et ne pas être brutaux, ne pas arriver dans une position verticale. C'est moi l'universitaire. Enfin, écoutez la bonne parole. Oui, en effet. D'ailleurs, puisque c'est quand même le cœur du sujet, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces tirailleurs sénégalais? Enfin, qui sont-ils? Parce qu'en effet, on apprend dans votre ouvrage notamment qu'ils ne sont pas tous originaires du Sénégal, contrairement à ce que le nom laisserait croire. Alors, déjà, ce qui, peu importe la puissance coloniale et le lieu où elle s'installe, elle a besoin d'intermédiaires. C'est vrai avec Vasco de Gama, c'est vrai avec Hernán Cortés et la Malinche, donc il vous faut des gens, si vous voulez, qui soient capables de maîtriser un petit peu le territoire, d'assurer la traduction. Donc finalement, dès l'implantation d'Afrique au XVIIe siècle, on va s'appuyer sur des hommes qui s'appellent des lapdos, qui déchargent, qui permettent de négocier, etc. Et au fur et à mesure du XIXe, on comprend finalement que la présence française qui était sporadique dans des comptoirs, on va rentrer un petit peu plus dans les terres, et donc forcément, on va rencontrer une opposition guerrière. On veut utiliser un petit peu plus la force militaire. Et donc c'est pour ça que ces intermédiaires vont devenir des soldats. Ça coïncide aussi en 1857, si vous voulez, avec l'abolition de l'esclavage. Avec l'abolition de l'esclavage de 1848, mais il faut des décennies avant que ce soit en partie appliqué en Afrique. Et donc l'armée espère aussi se donner bonne conscience en rachetant des esclaves. C'est-à-dire elle paye la somme aux propriétaires d'esclaves, elle récupère ces hommes, et ces hommes, en échange, comme ils n'ont pas l'argent évidemment, ils vont faire 14 ans dans l'armée. Donc ça permet aussi à l'armée de se donner une bonne image.
Au départ, attention, on parle de 500 hommes. Et donc, évidemment, ces 500 hommes, au début, sont recrutés dans le Sénégal, dans l'actuel Sénégal, hein, notamment autour des ports, des comptoirs. Et plus on va avancer en Afrique, plus on systématise le recrutement. Donc, au début, on va parler de tirailleurs gabonais. Hein. Il suffit de regarder une carte de l'Afrique pour regarder l'espace qu'il y a entre le Gabon et le Sénégal. De tirailleurs Haoussa aussi. Et à la fin du 19e, si vous voulez, par souci de rationalité, c'est très très dur, bataillon tirailleurs sénégalais, bataillon tirailleurs Haoussa, en sachant du coup que ça ne nous fait pas les mêmes effectifs. On va tout harmoniser, on appelle ça premier, deuxième, troisième bataillon de tirailleurs sénégalais, et au-dessus le régiment de tirailleurs sénégalais. Donc finalement, on peut être de toute l'Afrique française, sans être sénégalais dans ce camp. Et est-ce qu'il y a une évolution des effectifs entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, en termes de nombre notamment? Alors, si on reprend tout, hein, ils étaient 500 en 1857, fin 19e, ils sont que 6000. Il y a une accélération déjà avant la Première Guerre mondiale parce qu'on est conscient c'est un déficit démographique avec l'Allemagne. Comment compenser ce déficit démographique? Et il y a des hommes donc, qui expliquent qu'il faut développer la force jaune, hein, c'est comme ça dans les sources, donc une force indo-chinoise. Très intéressant, hein, le texte qui est rédigé d'ailleurs sur les Indo-Chinois, beaucoup plus que celui sur les tirailleurs sénégalais, puisque Théophile Penquin, c'est le général qui pense ça, il dit, bon bah oui, on peut s'appuyer sur les Indo-Chinois, mais si on fait ça, à un moment, ils demanderont l'indépendance, il faudra leur donner. Et celui qui pense ça, donc côté africain, c'est Charles Mangin, avec un livre qui a eu un grand succès en 1910, hein, La Force Noire. Et donc lui, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. L'homme africain peut s'adapter à tous les climats. On le voit très bien avec la traite esclavagiste. Bon, il n'a pas dû lire grand-chose sur l'esclavage, je pense. Les Africains sont capables de faire beaucoup d'enfants, contrairement donc aux Européens finalement qui ont cédé au confort de l'industrialisation. L'homme européen même a perdu sa virilité, finalement ce n'est plus un bon combattant. Et l'Africain qui aurait gardé sa proximité avec le monde de la nature, il a ce côté sauvage, il n'a pas peur d'aller au combat. Et donc ces idées, elles font pas l'unanimité, mais il y a une sorte voilà d'opportunisme. Et en 1908, donc on les amène au Maroc, et là très rapidement finalement, avant la Première Guerre mondiale, ils sont déjà 15 000. Et donc il n'y a plus de débat, puisque au Maroc, alors on se rend compte, hein, il y a quand même Lyotet qui est un petit peu plus nuancé sur eux, Hubert Lyotet, mais 6 mois par an, on doit les enlever du front déjà au Maroc. Et lui il dit, ça c'est pas bon, parce que pour les unités, ça les déséquilibre. Et donc là, pour la Première Guerre mondiale, en tout, on va recruter 200 000 hommes sur l'ensemble de la Première Guerre mondiale. Et il ne faut pas voir une baisse après la Première Guerre mondiale, bien sûr, ça va baisser par rapport à 200 000, mais il y a deux phénomènes après la Première Guerre mondiale. Il y a le pacifisme, il y a l'hécatombe, il y aurait 3 éléments, donc le pacifisme, il y a l'hécatombe de la Première Guerre mondiale pour les soldats métropolitains, et il y a aussi le service militaire qui passe de 3 à 2 ans pour les métropolitains. Et inversement, pour les tirailleurs sénégalais, indo-chinois, malgaches, on va mettre en place un service militaire de 3 années. Donc on recrute à peu près, dans les années 20 et 30, 8 à 10 000 tirailleurs par an, donc ce qui sont quand même des effectifs importants. Et au moment, alors, les effectifs sont très durs à évaluer pour la Deuxième Guerre mondiale, hein, si vous voulez, parce que on en a à peu près 60 000 en mai-juin 40 sur le territoire métropolitain, beaucoup d'hommes en Afrique. Faut aussi voir hein, que c'est à l'image des armées françaises, finalement. Il y a des tirailleurs qui vont servir Vichy, pas par idéologie, hein, parce que Dakar, de toute façon, est rangé du côté de Vichy. Et inversement, l'AEF, Afrique équatoriale française, et notamment le Tchad, avec son gouverneur Félix Éboué, choisissent De Gaulle. Les effectifs de la France libre vont... Eric Jennings avait parlé, il dit la France libre fut africaine. En 1942, on a 70 000 hommes pour la France libre, la moitié viennent de l'Empire. Et après, donc, si vous voulez, pour aller jusqu'au bout, hein, en termes d'effectifs, pour la guerre d'Indochine, ils sont particulièrement présents, hein, c'est vraiment on a déjà travaillé sur la question, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, ils sont 60 000 en Indochine, c'est énorme. Et pendant la guerre d'Algérie, 5 000. Donc pourquoi le chiffre diminue? Parce que les indépendances sont en train de gagner du terrain en Afrique subsaharienne, et aussi on craint une solidarité musulmane, qui n'a jamais eu lieu, hein. Pour le coup, les tirailleurs n'ont jamais été solidaires de quelque cause que ce soit là-dessus. Et du coup, le corps, de toute façon, s'éteint entre 1958 et 1962. D'accord, merci. Et du coup, comment ils sont perçus dans l'armée française? Est-ce qu'on leur prête des qualités combattantes ou au contraire, on les cantonne plutôt aux unités d'approvisionnement, ce genre de choses? Est-ce qu'ils sont vraiment au combat ou pas? Alors,
la spécificité des tirailleurs, si on les compare aux Indochinois et aux Malgaches, c'est que ce sont toujours des fantassins. Il y a très très peu d'artilleurs, sauf à partir des années 20, très peu dans ce qu'on appelle les services, l'infirmerie, etc. Pourquoi ? On estime qu'ils sont plus stupides que les autres. Il faut voir quand on prend les textes dans les sources, c'est d'une violence, c'est-à-dire les Indochinois de toute façon sont trop efféminés pour aller au combat. C'est les termes qu'on voit. Les Malgaches sont bien, ils comprennent assez vite, mais parfois il y a un défaut d'obéissance, et les tirailleurs sénégalais ne comprennent pas grand-chose. C'est vraiment comme ça dans les sources que c'est donné. Donc même dans les ordres, dans les ordres en fait on donne comme instruction de ne jamais conjuguer les verbes. Yabon banania, et en fait dans les manuels militaires c'est toi mettre balle dans barillet, toi charger, toi tirer. Et en fait c'est écrit comme ça dans les sources militaires. Donc il y a vraiment une vision, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, au fur et à mesure, le tirailleur sénégalais ne va plus être un sauvage pendant la Première Guerre mondiale. On donne cette image du sauvage aux Allemands, on diffuse des clichés selon lesquels, comme ils ne savent pas compter, ils ramènent les têtes des Allemands. Donc on diffuse ces espèces d'idées au sein de l'armée allemande, qui y croient, bien sûr. Les colliers d'oreilles aussi, comme ils ont beaucoup de gris-gris, ils aiment beaucoup ramener des oreilles avec eux, ce qui est du grand n'importe quoi, acte d'anthropophagie, etc. Et dans le même temps, en fait, côté français, si vous voulez, c'est la mission civilisatrice. On est intervenu en Afrique, en Indochine, pour permettre à l'homme africain asiatique de rejoindre le génie européen. Et si 40 ans après, aux Français, on est encore en train de leur présenter un homme sauvage, la mission civilisatrice n'est pas justifiée. Et c'est là qu'intervient Banania. Banania n'est pas sauvage, mais il est encore un peu niais. Donc ça veut dire que le processus de civilisation marche, et surtout il faut encore être présent, parce que cet homme n'est pas encore pleinement civilisé. Donc ça, si vous voulez, c'est l'image qu'on peut avoir d'en haut. Et au sein de l'armée, c'est très variable. C'est un des atouts du film. On voit des hommes qui les détestent, il y a vraiment évidemment cette approche raciste. On voit d'autres qui se prennent d'une vraie solidarité pour eux. Une solidarité de tranchée qu'il ne faut pas surévaluer, contrairement à des choses que j'entends dans les médias. On était tous frères, etc. C'est tout n'importe quoi, il ne faut pas abuser non plus. Mais généralement, ce qui l'emporte, ça va être l'indifférence. Pourquoi l'indifférence ? Notamment, si vous voulez, pendant ces fameux temps de repas, ces temps de pause, etc. Pour vous retrouver avec les gens que vous comprenez, avec les gens avec lesquels vous pouvez échanger. Et du coup, ici, les tirailleurs, généralement, restent dans leur coin. Et c'est pareil pour tous les autres. Mais même au sein des tirailleurs. C'est-à-dire, on va se retrouver entre ceux qui parlent le Wolof d'un côté, de l'autre le Peul, etc. Vous avez évoqué d'ailleurs donc l'image de Banania, et je me demandais, est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de voir la manière dont cet imaginaire populaire est finalement, dans cet imaginaire véhiculé par l'armée, entre autres, véhiculé depuis le haut, de quelle manière est-ce que ça se répand, et est-ce que c'est justement répandu au sein de la population, au sein des personnes en fait qui pourraient être susceptibles de recevoir cet imaginaire ? Il y a en fait un espèce de décalage entre l'opinion publique, on n'a strictement rien à faire des colonies, et l'importance de l'iconographie coloniale. Et Banania, en fait, très tôt a surfé là-dessus pour vendre sa poudre chocolatée. Ils étaient déjà passés par une femme des Antilles avant, et en 1915, ils ont cette idée-là. Ils envoient donc plein de boîtes de chocolat, boissons chocolatées à base de farine de banane, un truc comme ça, il me semble. Ils l'envoient donc gratuitement vers le front, et ils accompagnent ça de cette image Diabon Banania. Donc il y a vraiment cette idée de passer par l'imaginaire colonial pour fonctionner, mais on voit aussi, si vous voulez, des cartes postales. J'ai aussi retrouvé des bons points pour l'école primaire, traduits en anglais et en russe, où on voit en fait un tirailleur sénégalais qui est à l'extérieur d'une sorte de parc de prisonniers, où il y a du barbelé autour, et c'est les Allemands qui sont à l'intérieur. Vous avez un père et sa fille, donc des Français, qui viennent tranquillement, qui viennent vers le tirailleur complètement rassuré, et le tirailleur, avec un grand sourire, les dents blanches, etc., selon le cliché, répond « Si, viens voir les sauvages ». Et du coup, vous voyez, même auprès des enfants, on essaye de véhiculer cette image qui finalement va trouver son triomphe avec l'exposition coloniale de Vincennes en 1931, où on demande à des hommes, des tirailleurs, etc., qui ont un rapport à la France déjà assez avancé, de se déshabiller, de mettre un pagne, de jouer le sauvage au sein d'un village africain, une espèce de village complètement primaire où tout le monde est à moitié nu. Et d'ailleurs, vous avez évoqué ce fantasme qui se répand chez les Allemands, véhiculé par les Français, qui se relaye chez les Allemands. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment
pendant l'occupation de la Rhénanie, en fait, aussi dans l'entre-deux-guerres. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Déjà, dès 1914, en fait, quand les Français sont vraiment les seuls, tout le monde utilise des troupes subsahariennes, et les Français sont les seuls à les amener en Europe. Donc tout de suite, les Allemands le dénoncent. C'est-à-dire, ils disent, les Français, vous plaignez qu'on commette des exactions dans le Nord, et vous amenez des soldats noirs en Europe combattre des frères européens. Donc c'est une attaque à la civilisation. Et les Allemands, tout ça, le vivent assez mal, et bizarrement, tout le monde pense globalement la même chose. Donc les Britanniques sont alliés des Français, ils en parlent pas trop, mais à la fin de la Première Guerre mondiale, au moment où on négocie le traité de Versailles, Lloyd George dit plus d'armées nègres en Europe. Il ne faut plus qu'il y ait d'armées nègres en Europe. Et pendant ce temps-là, en fait, Clémenceau et Blaise Diagne, donc Blaise Diagne c'est député du Sénégal à ce moment-là, s'entendent pas assez bien. Blaise Diagne a permis en fait que le recrutement se passe plutôt bien en 1918, et Blaise Diagne dit pour remercier les tirailleurs sénégalais, ce serait bien de permettre à certains corps de venir dans l'occupation donc de la rive droite du Rhin, l'occupation de l'espace rhénan. Et donc Clémenceau accepte sans trop de soucis. Donc vous voyez, en fait, on va les utiliser, mais plus dans le cadre d'une récompense. Dans un premier temps, on envoie des soldats marocains, malgaches. Alors sur place, il y a quelques viols qui accompagnent toute occupation. Il n'y a pas d'excès. En aucun cas, je justifie ou quoi. C'est juste que ça va prendre des proportions assez énormes, mais les tirailleurs sénégalais ne sont pas encore arrivés. Donc les Allemands dénoncent la proportion des troupes noires à violer les femmes allemandes. Et là, en fait, l'article est d'abord publié dans le Times, c'est le Times qui va dénoncer ça, avec d'ailleurs un homme, Edmund Morel, qui avait commencé par dénoncer des exactions au Congo, etc. Et ça marche, c'est-à-dire même aux États-Unis, etc., on dénonce la honte noire. C'est scandaleux d'envoyer des hommes noirs qui violent les femmes blanches, etc. L'armée est vraiment prise de court. Elle trouve aucun soutien. Les associations féministes sont contre l'armée, contre la présence des tirailleurs sénégalais. Les socialistes, Jean Longuet, Henri Barbusse, etc., tout le monde est contre les tirailleurs. Donc finalement, il n'y a que l'armée qui peut se défendre que ça, en disant mais ils ne sont pas encore arrivés. Et une association, l'association des Amis des Troupes Noires, qui va les aider, qui va lancer une enquête. Et d'ailleurs, l'enquête, en fait, sur les Malgaches et les Marocains, montre qu'un viol sur 1591, ça prouve qu'il y a eu beaucoup de viols, mais un viol sur 1591 a été commis par un Marocain ou un Malgache. Donc, c'est terrible et ça aura des conséquences sur le long terme, puisque parmi ces relations entre Marocains, Malgaches et Allemands, il y avait des relations consenties, il y a eu des enfants, etc. C'est ce qu'Hitler appellera les bâtards rhénans, les métis, qu'il faut à tout prix faire stériliser. Et voilà, conséquences terribles sur le long terme, puisqu'en 1940, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est les soldats noirs qui sont faits prisonniers, en dehors de toutes les conventions, de tous les cadres législatifs. On sépare donc les prisonniers noirs des prisonniers blancs, on leur met une balle dans la tête, voire plus. Oui, du coup, est-ce que vous évoquez ce point-là, justement, des exactions allemandes contre ces soldats en particulier au moment de l'invasion de 40? Oui. Alors, il y a d'autres collègues qui ont très bien travaillé dessus. Je m'appuie surtout sur eux, Raphaël Check, Julien Fargetas, même s'il y a encore des choses à préciser, notamment sur les chiffres. Donc, c'est pas systématique. Ça va surtout être dans l'Oise et autour de Lyon. Donc, ces tirailleurs, sont isolés et on leur met une balle dans la tête. On a plusieurs exemples. Charles Nchoréré, par exemple, qui est devenu français, officier, etc., qui dit que non, il ne veut pas être séparé, il ne veut pas être avec les tirailleurs, parce que lui-même est officier et il est désormais français. On n'écoute pas, on lui met une balle dans la tête, le lendemain c'est son fils qui décède, mais dans le cadre du combat. Donc c'est assez terrible, si vous voulez, parce que ensuite les soldats qui ont été faits prisonniers, les Allemands ramènent des prisonniers en Allemagne, mais évidemment pour des raisons sanitaires, raciales, on n'amène pas les tirailleurs en Allemagne. On va les laisser en France dans ce qu'on appelle des Frontstalags. Donc il y a vraiment un sentiment, si vous voulez, il est important ce sentiment. Rejeté par l'Allemagne, ma foi, on pourrait presque le comprendre, mais dans le même temps, il y aura aussi un rejet de la France pour laquelle ils ont combattu. Mais les conséquences sont vraiment terribles du racisme qui est mis en place, même si, d'après les différents chercheurs, Hitler n'a pas donné d'ordre. C'est-à-dire, il semblerait plutôt que ça vienne des soldats, des différents corps d'armée de la Wehrmacht, etc.,
mais on n'a pas retrouvé de traces d'ordre d'exécution systématique. Mais par exemple, à Lyon, on a retrouvé un tirailleur mort, mais avec des traces de char sur lui. Il y a certaines fusillades, c'est-à-dire on les met en groupe et en face, on va tirer carrément à la mitrailleuse pour les exécuter. Donc on a quand même des séances, des exécutions qui s'apparentent à des scènes de chasse. Oui. D'accord. Et j'imagine qu'en plus, donc ces troupes font également partie des troupes de libération en 1944-1945. Et est-ce qu'on retrouve encore ce fantasme qui se rejoue notamment avec l'arrivée en Allemagne des troupes françaises en fait, avec peut-être cette mémoire justement de la Rhénanie et puis également tout ce qui a pu se passer entre deux. Alors, donc les hommes qui ont on s'est arrêté en 1940, donc il y a beaucoup de prisonniers, il y a d'autres hommes qui vont continuer à combattre, mais pour le coup du côté de Vichy, un peu en Algérie, à Dakar, etc. Et ensuite, donc, comme on a la scission entre Vichy et la France libre, on va retrouver des tirailleurs sénégalais des deux côtés, mais surtout quand même du côté de la France libre, parce que ici, encore une fois, ce sont des autorités politiques, notamment Félix Éboué, qui apportent leur soutien à De Gaulle. Donc, pour le coup, là, ils font autant sur la Première Guerre mondiale. Il y a certaines batailles où leur rapport est décisif, mais on ne peut pas dire que sans les tirailleurs sénégalais, la France aurait perdu. Par exemple, si on prend la bataille de Bir Hakeim en 1942, qui est vraiment le grand combat de la France libre, il y a 3700 hommes. Sur ces 3700 hommes, les 2/3 sont des soldats africains. Et Bir Hakeim, si vous voulez, c'est une défaite, mais le but, c'est de ralentir au maximum les armées italiennes et allemandes, qui sont 10 fois supérieures en nombre, dans leur progression vers l'Égypte. Et la défaite de Bir Hakeim, entre guillemets, va permettre la victoire de El Alamein. Donc le rapport est vraiment décisif pendant la campagne de Libye. Et quand on est en train de songer, donc on est en train de préparer les débarquements, évidemment, pas de troupes noires pour le débarquement, voire pas de troupes africaines, non citoyennes françaises, pour le débarquement en Normandie. En revanche, pour le débarquement en Provence, pour l'Italie, etc., là, on va penser aux soldats maghrébins, aux soldats africains. Et donc, l'opération Anvil, le débarquement de Provence en août 1944, on a beaucoup de tirailleurs qui sont présents sur place. C'est vrai que les combats ne sont pas très violents, ce qu'on voit dans les sources, c'est qu'on souffre beaucoup de la chaleur, mais toujours est-il qu'ils reprennent les villes de Toulon, de Marseille. Mais au fur et à mesure où on remonte vers le nord, les choses se passent, on libère Paris, etc. Donc dans le même temps, les deux armées font leur jonction en Alsace pour passer en Allemagne. Au fur et à mesure, en fait, il y a cette idée complètement stupide de remplacer ces tirailleurs qui, pour le coup, ont une expérience militaire, ont vraiment été bons. On peut pas dire... pour la Première Guerre mondiale, on ne peut pas dire que tous les tirailleurs sénégalais ont été bons sur le plan militaire. C'est très dur d'évoluer dans le cadre de la Première Guerre mondiale, de briller, mais là, ils ont vraiment évolué en unité, ils ont vraiment permis des victoires, et ils vont être remplacés par des FFI, des résistants. Je n'enlève rien du tout à leur mérite, mais en tout cas qui ne sont pas habitués à évoluer en situation militaire. Et on n'a pas assez de tenue. Donc, c'est-à-dire les tirailleurs sénégalais, alors, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit, c'est pour vous épargner le froid, parce qu'on va aller en Alsace et après en Allemagne. Donc ces tirailleurs doivent se déshabiller, donner leur tenue, leurs armes, à des types qui, encore une fois, sont moins efficaces qu'eux sur le plan militaire, et on les renvoie dans le sud de la France, rien faire. Donc alors, dans toutes les sources, évidemment, on voit que c'est le critère du climat qui a justifié ça. Mais évidemment, ce qu'on veut présenter, c'est une armée blanche. C'est une armée blanche qui doit libérer l'Alsace, qui doit rentrer en Allemagne, etc. Donc c'est très très dur, et donc il y a une espèce de ressentiment justifié des tirailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont été prisonniers du côté des Allemands pour certains. Pour ceux qui viennent d'AEF, le moment où quand même il n'y avait pas grand monde derrière De Gaulle, une grosse partie des Africains y ont été, et ils sont remerciés en demandant de donner leur tenue. Certes, c'est une campagne qui va être très difficile, l'Alsace et l'entrée en Allemagne, mais finalement c'est aussi la fin de la guerre, et ils seront pas là. D'accord. Tout ça, c'est majoritairement une histoire d'hommes. C'est un milieu forcément assez masculin. Est-ce qu'il y a un peu de place pour l'histoire des femmes dans tout ça ? Et sinon, pourquoi ? Est-ce qu'on peut penser que c'est empreint de présupposer que le commandant français évite tout rapprochement ou tout contact avec des femmes françaises, par exemple ? Alors, si on prend, si vous voulez, quand ils étaient en Afrique, quand ils sont en Afrique, dans certains lieux, quand on n'est pas en campagne, etc., c'est-à-dire finalement on est à côté du cadre d'habitat, ce sont les Français qui vivent en camp, et les tirailleurs qui le soir rentrent chez eux. Et donc il y a ce cliché aussi de Madame Tirailleur. Alors,
Mangin, dans un de ses livres, dit qu'il y a des femmes de tirailleurs qui suivaient leurs hommes, qui leur redonnaient des balles, etc. On a aussi l'épisode des Amazones, qui avaient coupé quelques têtes, etc. Mais on permet, en fait, tant qu'on est en Afrique, et aussi au Maroc sera très important, on va y revenir, on permet à ce que la femme soit là. Là où les femmes, d'ailleurs. Pas de problème avec la polygamie. Pourquoi ? Parce qu'elles vont faire à manger, elles vont tenir le camp, et c'est bon pour le moral des hommes de maintenir cette vie-là. Donc parfois, dans les camps, on a même les enfants. Et au Maroc, on fait venir tout le monde. C'est-à-dire, on fait venir femmes et enfants, et on a une multiplication des clichés au début du XXe siècle. Donc on est toujours content quand on est historien et qu'on a plein de photos, mais il faut se poser des questions aussi. S'il y a plein de photos, c'est qu'on les a voulues, qu'est-ce qu'on veut montrer ? Et on montre justement ces espèces de familles où il y a 2 hommes, plein de femmes, plein d'enfants partout. Cette espèce d'idée que l'Afrique serait un réservoir inépuisable en hommes. Donc la femme est présente, mais avec la Première Guerre mondiale, évidemment, c'est terminé. C'est terminé, le lien est coupé, il n'y a plus de... On ne peut pas, si vous voulez, le lien épistolaire qui existait pour les poilus n'existe pas pour les soldats africains. Donc au niveau des relations sexuelles, il existe des bordels, mais les prostituées sont réservées aux soldats coloniaux. En aucun cas, une prostituée ne peut faire et les soldats français et les soldats coloniaux pour des raisons raciales, évidemment. Même si d'ailleurs, dans le film, c'est intéressant, à un moment, ils disent au fils d'Omar Sy, là, à Tierno, ils lui disent « Ouais, mais toi, comme t'es sous-officier, tu pourras peut-être coucher avec une prostituée blanche. » Et du coup, ce qu'on voit alors dans ces bordels sur Toulon, il y avait eu toute une enquête parce qu'on suspectait ces hommes d'être proches du communisme. Et cette enquête, elle montre que beaucoup, en fait, ne viennent même pas pour avoir des relations sexuelles. C'est que ces femmes, les femmes qui acceptent de coucher avec des coloniaux, sont souvent des femmes qui ont un lien assez fort avec l'Afrique. Donc ils viennent là, ils discutent, ils lisent les journaux, ils boivent des sodas, certains évidemment ont des relations sexuelles, mais du coup il y a toujours cette espèce, vous voyez, de côté cloisonnement. Après on a eu des relations, notamment sur Fréjus, Saint-Raphaël, Lamine Senghor, donc, dont je fais le portrait dans le chapitre 3 ou 4, lui il était marié à quelqu'un, Eugénie Cormont, à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, il s'est marié avec elle, il a eu un emploi dans les PTT. Mais les relations restent rares. En 1917, Clémenceau émet quand même une lettre secrète, donc c'est un courrier qui est secret envers le ministère des colonies et le ministère de la guerre. Il dit, tous les tirailleurs doivent rentrer chez eux. On va prévoir quelques exceptions. Ceux qui auraient commencé des études pour faire un métier très important, ceux qui auraient une relation avec des femmes blanches. Donc il va falloir faire une enquête auprès du maire, etc., pour être sûr que ce soit pas une relation. Mais on ne veut surtout pas. On préfère en fait garder l'homme africain, mais encore une fois, c'est vraiment très minime, plutôt que l'homme africain, en fait, très souvent, on voit, il fait la demande, et la femme aussi, pour repartir ensemble en Afrique. Ça, on ne veut surtout pas. On ne veut pas que la femme blanche parte en Afrique, puisqu'on est persuadé qu'elle va être, c'est ce qui est écrit dans la lettre, c'est la réponse du ministère des colonies, c'est pas Clémenceau qui a écrit ça. Il dit, mais en fait, la femme, elle va être abandonnée là-bas, et elle va devenir prostituée. Donc les femmes, finalement, sont présentes en toile de fond. Il y a une femme qui s'appelle Lucie Cousturier qui leur donnait des cours de français à Fréjus. Et pour ceux qui savent le mieux écrire, elle va entretenir un lien épistolaire quand ils sont au front. Donc voilà, c'est vrai que c'est une histoire d'hommes, mais les femmes ne sont pas complètement absentes. Vous avez évoqué ce lien entre les coloniaux, les colonisés. Est-ce que l'encadrement des tirailleurs sénégalais est exclusivement originaire de métropole ? Est-ce qu'il y a des officiers parmi les tirailleurs sénégalais originaires d'Afrique ? On fait en sorte que de toute façon, on est sous-officier ou officier indigène déjà. Même si vous êtes sergent, etc., c'est sergent indigène. Donc on fait en sorte que jamais un sous-officier noir soit en position de donner un ordre à un soldat blanc. Ça, c'est pour le côté théorique. De toute façon, les services militaires, souvent, ne permettent pas d'aller très très loin dans les promotions. On a quelques exceptions, par exemple Mamadou Racine, dont je parle dans le premier chapitre, qui est devenu capitaine. Et lui, disons que c'est plutôt lui qui est en position de force. Quand les Français veulent des hommes, etc., on se tourne vers lui. Il parle arabe, il parle plusieurs langues pratiquées dans l'ouest de l'Afrique, il parle français. Donc on lui donne le grade de capitaine, mais aussi parce que c'est quelqu'un de très important. Quand on envahit des villages, etc., on lui permet de choisir des esclaves, de prendre des femmes. Donc, mais c'est un exemple, évidemment, qui est très rare. Après, on permet globalement d'aller jusqu'au grade d'adjudant. On va aller jusqu'à adjudant, capitaine, ça reste très très rare. Et dans le cadre de la Première Guerre mondiale, surtout,
les hommes qui vont être promus, par exemple au grade de sergent, sont souvent des hommes qui maîtrisent plusieurs langues. C'est ce qu'on voit encore une fois avec Tierno, là, le fils d'Omar Sy dans le film. Il est promu parce qu'il parle français, donc il peut transmettre les ordres. Et on le voit aussi quand il est à l'entraînement, on voit qu'il est capable de se faire comprendre par quasiment tout le monde. Il a écouté différentes langues, etc., même si sa langue principale reste le Peul, il arrive quand même à donner des ordres à des hommes qui ne parlent pas la même langue que lui. Donc finalement, c'est cette position toujours d'intermédiaire, de fils de chef, etc., qui peuvent vous permettre une promotion un petit peu plus rapide. D'accord. Et d'ailleurs, je trouve qu'un des nombreux atouts de votre livre, c'est le fait d'avoir voulu présenter des portraits de soldats. Pourquoi ce choix? Avez-vous rencontré des difficultés dans ce choix, justement, d'essayer de présenter un individu à chaque fois? Alors, le choix d'abord, il est éditorial, hein, vraiment. Perrin est un très bon éditeur qui sait finalement trouver l'équilibre entre l'accessibilité et le côté universitaire. Donc quand on sort de la thèse, évidemment, on garde ce côté de la note de bas de page, évidemment, c'est quand même ce qui fait notre identité et notre force. Donc mon livre, il le trouvait un petit peu parfois très technique, qui manquait de chair, etc. Donc il y a certains passages auxquels j'ai donné un petit peu plus de corps, mais moi je voulais pas sacrifier, c'est-à-dire finalement, je m'intéresse à quoi? Mon rêve finalement, si je devais faire une biographie, ce serait la biographie d'un potier, quoi. Donc sensationnel ne m'intéresse pas trop. Mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui marche le plus en France, c'est la biographie. Et je voulais finir finalement, au bout d'un moment, j'ai trouvé cette idée. J'avais lu un livre, c'est Oleg Khlevniuk qui avait fait une biographie de Staline, il terminait chaque chapitre par un événement de la vie de Staline. J'avais trouvé cette approche intéressante et moi je me suis dit, bah tiens, je vais mettre un portrait. Mais mon but ici, c'était de montrer la diversité des tirailleurs. Je voulais qu'à travers cette galerie de portraits, on se dise, ah oui, mais bon, ils sont tous complètement différents. Donc finalement, mes deux premiers portraits, Mamadou Racine et son frère Mademba, on voit des types ultra puissants sur le plan militaire, sur le plan économique. Mademba, il parle avec Archinard, hein, il s'échange des courriers, etc. Archinard l'appelle mon cher. Donc montrer qu'il y a des hommes qui étaient très puissants, surtout dans le cadre de l'occupation coloniale. Après, évidemment, c'est la biographie, donc il faut quelques héros. Donc j'ai mis Adiba pour la Deuxième Guerre mondiale, qui a contribué à la résistance dans les Vosges. D'ailleurs, il y a déjà à Tolincourt, un village dans les Vosges, une rue qui porte son nom. Sa mémoire, elle est très présente dans l'espace local. Et après, je voulais à tout prix mettre des gens d'une grande banalité, quoi. Et bon, là, c'est dans le chapitre 5, Eliassa, finalement, qui est mon tirailleur à moi, quoi. Il n'y a que moi qui le connais. Je l'avais trouvé dans les sources. Mais finalement, quand on veut contredire l'image Giabon, on dit toujours, ouais, mais Léopold Sédar Senghor, agrégé de grammaire. Oui, mais bon, Léopold Sédar Senghor n'est pas un cultivateur. Et en fait, avec Eliassa, quand j'avais trouvé son dossier, ses copies d'histoire, ses dictées, etc., ce qui était intéressant, c'est que c'était un cultivateur. Quand il avait été recruté, il était analphabète. Et là, en fait, on voit des copies qui sont bien rédigées. C'est un type qui a quasiment fait aucune campagne. Il a été au Maroc dans les années 20, mais bon, il a jamais eu d'acte d'indiscipline. Et finalement, voilà, c'est un portrait peut-être qui va ressembler au plus grand nombre de tirailleurs. Je perds sa trace en 1934, mais voilà, il faut aussi accepter, quand on se lance dans une biographie de quelqu'un qui n'a pas eu un parcours exceptionnel, il va manquer beaucoup de pièces au puzzle. Donc après, la difficulté, c'est il y avait certains chapitres sur lesquels j'avais un petit peu de mal à trouver un portrait cohérent, et le dernier, je voulais pas le faire dans le sens où j'aurais forcément pris un tirailleur qui est toujours vivant. Et bon, parmi les derniers tirailleurs, le plus emblématique, hein, qu'on voit un petit peu dans les médias, c'est Yoro Diao. Et je me suis dit, voilà, je vais terminer avec lui parce que la façon dont il parle, etc., le dynamisme qu'il peut avoir, ça permettait, voilà, d'avoir cette galerie assez complète. Mais c'est vrai que j'étais assez content de l'idée. C'est réussi. Merci. Oui, donc du coup, magnifique transition. Quelle place, justement, ces régiments de tirailleurs jouent dans les guerres de décolonisation? C'est terrible, si vous voulez, parce que ils vont être très, très présents. Ils sont rejetés par tout le monde. Ils vont être vus, alors, on les utilise très, très vite, hein. On va les utiliser en Indochine, à Madagascar pour la répression, dans l'actuel Syrie-Liban, et au Maroc aussi. Et ils ont une image déplorable. C'est-à-dire, on attend de ces hommes une certaine solidarité. Or, ils apparaissent comme le bras armé de l'Empire. Jamais il y a eu de solidarité. On a des tirailleurs qui commettent des exactions. Et on a, pour le coup, des violences, mais terribles, contre des tirailleurs qui sont commises
dans l'actuelle Syrie, au Maroc, aussi à Madagascar, où on va avoir des massacres de tirailleurs. Donc ils sont tout de suite utilisés, et ce qui est terrible, c'est que quand ils sont envoyés en Indochine, donc tous les rapports disent qu'il faut surveiller. Il faut surveiller étroitement pour pas que certains se prennent de solidarité pour les Indochinois, ce qui serait compréhensible. Et en fait, à aucun moment, on voit une espèce de solidarité, etc. Dans les années 30, quand on les surveillait, parce que la propagande communiste essayait de les toucher un petit peu, en insistant sur la lutte contre la colonisation, ça n'a jamais pris. Et donc, si vous voulez, il y a ce côté terrible, puisque même au moment où leurs pays deviennent indépendants, pendant la guerre d'Algérie, donc au fur et à mesure où les pays d'Afrique subsaharienne deviennent indépendants, on appelle les hommes de ces pays, et on leur donne une option, c'est-à-dire soit ils continuent à servir dans l'armée française, et on finira par les faire devenir citoyens français, bien sûr, on a une promesse, soit ils retournent dans leur pays qui est nouvellement indépendant. Et peu importe de toute façon. La France vous remerciera pas, et pour ceux qui font le choix de retourner dans leur pays, alors sauf quelques-uns qui vont s'imposer à la tête de leur pays, mais c'est quand même très rare, généralement ils sont rejetés. Ils sont vus comme des traîtres à la solde des Français, et en France, ils vont être abandonnés dans des foyers sans être trop remerciés. Donc la période de la décolonisation, c'est quand même quelque chose d'assez tragique, parce qu'on voit que finalement, dans l'histoire de ces hommes, ils n'auront pas eu beaucoup de soutien. Et du coup, nous y êtes revenus plusieurs fois, mais on se demandait ce que vous pensiez des productions artistiques, culturelles qui ont pour sujet les tirailleurs. Donc, bien sûr, le film avec Omar Sy, mais je pensais aussi à l'ouvrage Frères d'âme de David Diop. Est-ce que vous trouvez qu'elles dégagent une image toute faite du tirailleur, ou au contraire, elles ont aussi des qualités? Alors, c'est vrai que du coup, c'est un débat qui a été amené avec la sortie du film, mais ici, c'est quand même un film. Il y a la Gaumont, il y a Canal+, je crois qu'il y a France Télévisions derrière, il y a Omar Sy. Donc, c'est une machine, quoi, le film. Mais il y a d'autres productions qui avaient été faites avant. En 2017, il y avait un film de Gabriel Le Beaumain, avec Alexandra Lamy, d'ailleurs, qui s'appelle Nos Patriotes, et justement qui fait le portrait d'Adiba, le résistant dont on parlait tout à l'heure. En BD, ça fonctionne beaucoup. Il y a plusieurs bandes dessinées qui reviennent sur les tirailleurs et qui sont ultra intéressantes. Et du coup, c'est vrai que vous faisiez référence à David Diop, le frère d'âme. Mais dès 1920, il y a Jérôme et Jean Tarot qui publient La Randonnée de Samba Diouf. Et alors, les premières productions artistiques étaient quand même très caricaturales, mais ici on était encore une fois dans les années 20 et 30. Je trouve que maintenant on est quand même dans quelque chose de nuancé, pas forcément dans la revendication, etc. Il y a aussi Nicolas Michel, le sang noir des baleines, qui est ultra intéressant comme roman. Bref, même dans le rap, Kerry James, dans sa lettre à la République, il parle des tirailleurs sénégalais, qui cisent la peste aussi, comme il avait eu un grand-père tirailleur. Donc finalement, quand on cherche un petit peu, mais évidemment, c'est pas les premières œuvres auxquelles on pense qui vont ressortir, ça fait un moment dont on en parle, mais voilà, là évidemment, c'est sûr qu'avec Omar Sy, on va toucher un petit peu plus de monde. Et même le film, il est assez bien fait, puisqu'on est quand même ici dans une période un peu piège, puisque s'ils avaient fait un film très militant, vous voyez, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale, les pensions, etc., le film est très sobre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de revendication dedans. Donc après, autour du film, bien sûr qu'on a parlé de la question des pensions, etc., mais quand on prend le film en lui-même, il n'y a pas d'idée de chair à canon, de sacrifice de l'Afrique au profit de la France, etc. C'est un film qui n'a pas de revendication, mais en tout cas, le fait de l'avoir porté là, évidemment qu'il y a des revendications, elles vont intervenir derrière. Il y a un dialogue qui est intéressant, donc je trouve que le film est réussi pour ça, parce que, soyons honnêtes, dans le contexte politique actuel, on voit bien que toutes les critiques qui avaient été faites contre le film ont été faites par des personnes qui ont critiqué un film sans même l'avoir vu, ce qui est quand même exceptionnel. Et vous n'avez pas du tout été consulté en tant qu'expert scientifique sur le tournage ou ce genre de choses? Alors en fait, avec Mathieu Vadepied, on a fait un débat ensemble en novembre à Pessac, c'est le festival du film d'histoire, et on a parlé ensemble dans le sens où lui avait vu mon nom, mais moi le livre n'était pas encore sorti, le livre est sorti en juin, et le film a été mis en avant-première au festival de Cannes. Moi, comme j'habite à côté de Cannes, en fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un film tirailleur qui sortait. Et il me dit, en fait, on a vu ton nom, on a vu que tu étais spécialiste des années 20 et 30, etc., mais on ne savait pas que tu préparais un livre.
voilà, ça prouve aussi que peut-être on a du mal à faire des passerelles entre les différents milieux. Bon, depuis on échange pas mal ensemble puisqu'il a d'autres projets. Il y a d'autres acteurs, par exemple hier j'étais au musée de l'immigration avec Bamarken qui joue le rôle de Salif. Et voilà, ça permet d'avoir un dialogue qui est assez intéressant. Après, ils font avec les moyens du bord. Et bon, je sais pas quel est le potentiel d'un conseiller historique sur place. Donc là, ils ont utilisé Michel Goya, qui est pas forcément spécialiste des tirailleurs. Il y a un nom qu'on oublie, hein, qui apparaît à la fin, c'est Bastien Dez, qui est quelqu'un de beaucoup plus jeune, qui est dans le secondaire, et qui avait fait un très bon mémoire, si vous voulez, sur les tirailleurs sénégalais en 1917. Donc voilà, je l'ai pas mal pris. Et est-ce que vous le conseillez comme outil pédagogique? Oui, parce que justement, ce qui est bien, c'est que c'est pas un film militant, mais c'est un film aussi qui nous invite à réfléchir et peut-être à discuter, etc. C'est vrai qu'hier avec Markel, on était devant devant 4 classes de quatrième et première en région parisienne. Et bon, bah, c'est un film, si vous voulez, qui stimule un petit peu le débat, qui stimule aussi certaines questions qui peuvent être parfois vives, hein. Il va y avoir des revendications, donc c'est intéressant parce que le film en lui-même n'est pas dans le militantisme, mais évidemment, les gens qui vont le voir, etc., derrière, vont se poser des questions. Bon, après, donc, si je devais l'utiliser, bon, j'aime bien, si vous voulez, quand on montre le cadre de vie, quand on montre les rats, la pluie, la boue, donc il y a plusieurs scènes comme ça qui sont super intéressantes, et aussi les scènes où on voit des tirailleurs qui ne se comprennent pas eux-mêmes. C'est-à-dire ils parlent tous des langues différentes, et ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux. Et là, je trouve que ouais, le film là-dessus est super réussi. Très bien. Et vu la portée de ce film, d'ailleurs, pensez-vous qu'il y aura peut-être une réactivation des mémoires, ou du moins une accentuation des mémoires autour des tirailleurs sénégalais? Oui, je pense que là c'est toujours pareil. Après, c'est que sur les mémoires, il y a tellement de mémoires. Et évidemment, chacun a le sentiment que sa propre mémoire est oubliée. Donc là, bon, voilà, le film Tirailleurs a été mis en avant. Et bon, il y a un gros dossier pédagogique qui a été fait derrière. Et tout le monde est motivé, c'est-à-dire motivé pour l'amener devant les classes, pour aller en Afrique, hein, aussi. Mathieu Vadepied, il a un super projet de cinéma mobile. C'est-à-dire dans les coins du Sénégal où il n'y a pas de cinéma. On va amener un 4x4 avec un écran derrière, etc. Donc il y a vraiment une volonté, voilà, d'amener ça, mais avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire loin de toutes les âneries qu'on a entendues au moment de la sortie du film. On amène, voilà, quelque chose pour réfléchir, et même à la fin sur la question du soldat inconnu, etc. C'est plus, voilà, c'est plus pour se dire, bon bah ils étaient là. En aucun cas les tirailleurs sénégalais ont permis la victoire, mais ils ont fait des combats très importants, ils étaient là, et c'est important de rappeler leur mémoire, comme les soldats malgaches qui pour le coup auraient le sentiment, leurs descendants, d'avoir été oubliés, les soldats indochinois. Donc c'est toujours très dur d'être sur les questions de mémoire, et nous en tant qu'enseignants, on doit aussi sélectionner. Quand on fait cours sur une année, etc., qu'est-ce que j'aimerais apprendre à mes élèves, et je peux pas tout leur apprendre. Et donc là, ici, on va sélectionner les mémoires, et c'est pour ça que moi, j'en veux pas du tout à des collègues qui n'auraient pas parlé de tirailleurs à leurs élèves. On a quand même plein de choses à faire passer. Dans le secondaire, la moitié du temps, on doit enseigner de la géographie, avec la question du développement durable, des inégalités, qui sont quand même des questions hautement vives et qui sont très dures à expliquer. Donc je suis plutôt pour, voilà, que ce qu'on a fait hier, finalement, c'était très intéressant, où il y a l'acteur, il y a l'historien, il y a 2 classes, donc 4 classes, pardon. Donc ces 4 classes, en fait, vont comprendre ce qui est tirailleur, surtout que derrière, il y a un travail d'écriture avec leur prof d'histoire et de français. Donc voilà, et après, chacun fait les choix qu'il souhaite en termes de mémoire, mais pour un prof, voilà, c'est toujours dur, dans tout ce champ mémoriel extrêmement vif, hein, il n'y a qu'à voir à l'heure actuelle ce qu'on entend sur Napoléon III, etc., de faire des choix et de bien les faire, de les justifier. Pouvons-nous vous demander sur quoi travaillez-vous actuellement? Avez-vous des projets de recherche en cours? Oui, alors je pense que là, je l'ai plus ou moins évoqué, hein, en retenant que moi, j'enseigne surtout dans le secondaire et un peu à Sciences Po, donc j'ai pas les obligations d'un universitaire.
Mais oui, plusieurs fois j'ai sorti les termes d'indo-chinois, de malgache. Donc moi en fait dans l'entre-deux-guerres, toutes les sources que j'avais me permettaient de faire une comparaison entre les trois. Et donc c'était ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire un livre qui va parler de tirailleurs sénégalais évidemment, qui peut-être répétera d'ailleurs ce que j'ai dit, mais en tout cas plus avoir une démarche comparative. Puisque là, bon, ce que j'avais montré avec le livre et ce que montre très bien le film, c'est la diversité des tirailleurs sénégalais. Mais là, ce que j'aimerais montrer, c'est finalement comment, dans les sources, etc., on aborde complètement différemment les soldats qu'on va recruter en Madagascar, en Indochine, en Afrique. Mais c'est intéressant finalement quand on a été aussi loin, quand on a fait la thèse, etc. Donc là, je m'adresse aux doctorants. Hein. Évidemment, on est content quand le projet est aussi bien transformé, quand il y a un concours de circonstances favorables, etc. Mais moi, je fais aussi partie des gens qui pensent que j'ai pas l'alpha et l'oméga des tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire, il y a d'autres gens qui sont passés avant moi, envers qui j'ai une dette énorme. Et je pense que moi, sur les tirailleurs sénégalais, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. J'ai amené ma pierre à l'édifice et ça va être d'autres doctorants qui arriveront derrière, qui vont avoir un regard un petit peu neuf, qui vont voir un trou d'un côté ou de l'autre et qui vont vraiment apporter quelque chose de plus important. Donc moi, je fais plutôt partie des personnes qui, voilà, là on passe sur d'autres soldats. Après, j'ai plein d'idées en tête, mais finalement, c'est peut-être ce qui est un petit peu le plus dur, c'est que vous êtes le moment, ça fait 15 années que vous êtes spécialiste de la question, mais il n'y a que vous qui le savez, 5 personnes autour. Le moment où tout le monde vous reconnaît comme le spécialiste de la question, c'est le moment où vous êtes déjà en train de réfléchir à autre chose, etc. Donc c'est intéressant aussi, mais puis bon, je pense pas qu'on puisse faire un bon livre d'histoire par an, contrairement à certains pseudo-staccanovistes. Il nous faut des sources aussi, il faut quand même apporter quelque chose de neuf. Moi, il est hors de question que j'écrive une nouvelle biographie de Clémenceau en répétant ce qu'ont dit les autres et en prétendant amener la science infuse avec un livre. Je pense qu'il nous faut trouver des archives neuves, etc. Il faut un vrai travail d'archives. Donc un livre d'histoire, ça doit prendre du temps. Et ben on espère à l'avenir pouvoir vous écouter à propos de ces Indochinois et de ces Malgaches. On va vous écouter sur vos travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien en tout cas. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de Doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Estémé. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.